Les matins de France Culture, Chloé Cambrelin. Il est 7h41 et comme de nombreux programmes de France Culture, les matins s'inscrivent dans la Journée internationale de l'éducation pour réfléchir aux enjeux, aux défis posés par la période que nous vivons, période marquée par la pandémie bien sûr, mais aussi par d'autres bouleversements en cours, le numérique, l'intelligence artificielle, le dérèglement climatique. Comment apprendre ensemble, autrement. Rappeler aussi, comme le fait Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, dans le texte qu'elle publie à l'occasion de cette journée, que même avant la pandémie, 268 millions d'enfants, en particulier des filles, étaient privés d'éducation dans le monde. Bonjour François Tadei. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes biologiste, chercheur à l'INSERM, spécialiste de l'évolution de la coopération. Vous travaillez depuis une quinzaine d'années sur les enjeux éducatifs au sein du Centre de recherche interdisciplinaire que vous avez cofondé en 2005 et qui est devenu le Learning Planet Institute, l'Institut de la planète apprenante. Vous avez publié en 2018 Apprendre au XXIe siècle chez Kalman Levy et vous signez en ce mois de janvier aux éditions Kalman Levy également Et si nous, point d'interrogation, comment relever ensemble les défis du XXIe siècle. Avec nous également Stefania Giannini, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, après avoir été notamment rectrice de l'Université de Pérouse, sénatrice, puis ministre de l'éducation, des universités et de la recherche en Italie. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h, Stefania Giannini, et c'est avec vous que nous allons commencer par un état des lieux de ce que la pandémie a fait à l'éducation dans le monde, à l'accès à l'éducation. L'UNESCO estime qu'il s'agit de la pire crise éducative jamais enregistrée. Alors, pouvez-vous, Stefania Giannini, nous dire concrètement la réalité qu'il y a derrière ces mots ? Bon, la pandémie de Covid a été bien sûr un choc énorme. Un précédent pour tous les systèmes éducatifs. À son apogée, je vous rappelle, plus d'1,5 milliard d'étudiants dans ces 90 pays ont été touchés, comme l'UNESCO a montré il y a des années. Et ces ruptures amplifient les inégalités partout, frappent les plus durement les élèves les plus vulnérables. Et on n'a pas encore évalué vraiment les conséquences de long terme de ces pandémies. Et aujourd'hui, avec ces variantes Omicron, on voit qu'il y a des dynamiques différentes. On voit que les écoles sont ouvertes dans la majorité des pays, dans la plupart des pays du monde. Mais on voit aussi que les tensions entre les enseignants, les ministères, les familles aussi, ont relevé, on peut dire, la conscience que l'école sont quelque chose absolument primaire, que l'école ouverte, oui. Que l'école ouverte pour offrir aux étudiants pas seulement l'opportunité d'apprendre, mais aussi des lieux de socialisation sont une priorité absolue. Je pense que c'est un peu les côtés positifs, on peut dire, de cette crise. Et on va y venir, effectivement, peut-être en fait, Stefania Giannini, que c'est lorsque autant de monde est privé d'éducation comme ça à grande échelle, que l'on voit, que l'on prend conscience réellement de ce qu'est l'éducation et de ce que l'on n'a pas quand on n'y a pas accès. Exactement. Je pense que les messages de cette journée 2022 mondiale de l'éducation, un message d'espoir. Un message d'espoir malgré la pandémie, malgré l'impact. Pourquoi? Parce qu'on a compris vraiment, finalement, que l'éducation au centre du développement, au centre de la reprise, au centre d'un modèle différent, on peut dire de croissance économique aussi,
et des relations avec la planète, avec les unes et les autres, avec la technologie. Je pense que ces consciences nouvelles nous donnent la possibilité de changer, de transformer, de faire des choses différentes par rapport au passé. Alors, on va y revenir, mais tout de même, pour rester encore un petit peu sur cette période, vous le disiez, l'UNESCO estime qu'il est aujourd'hui encore impossible d'évaluer réellement l'ampleur des dégâts. Néanmoins, dans les publications, dans les rapports de l'UNESCO, il y a des exemples assez précis dans le monde de ce qui a été perdu, c'est-à-dire en termes d'apprentissage perdu ou non acquis. Pouvez-vous nous donner quelques exemples pour qu'on mesure un petit peu l'ampleur de ce qui s'est passé, Stefania Giannini? Oui, on a vu, bien sûr, on a vu déjà des pertes d'apprentissage dans les compétences primaires, lire, écrire suffisamment, qui est une mesure que nous prenons partout. On a vu qu'on a déjà des bases, surtout dans les pays du sud du monde. On a vu que les filles, l'éducation des filles a été mise à risque et il y a les risques bien plus forts que pour les garçons de retourner pas à l'école. Et il signifie bien sûr de perdre une opportunité de travail, de vie en général. Et on a vu aussi les défis pour les enseignants qui dans ces crises, ils ont pris le rôle crucial, on peut dire comme les médecins dans l'hôpital. Non? On a vu qu'il a assuré la continuité d'apprentissage, mais avec un rôle complètement différent et il faut investir là. Et on a vu surtout que la connectivité n'est pas partout et n'est pas pour tous. Et dans ces modèles hybrides qui va devenir peut-être les nouveaux normaux, on peut dire, il faut donner la connectivité comme une partie essentielle des droits à l'éducation. Oui, parce qu'évidemment, donc, cette crise n'a pas eu les mêmes effets partout, parce que, vous nous le disiez, ce sont principalement, enfin, encore plus, disons, les pays pauvres ou les pays émergents qui ont été touchés. Cette problématique de l'enseignement à distance, elle s'est posée dans le monde entier. Il y a effectivement des pays où c'était moins difficile que d'autres. Le nôtre fait partie clairement de ceux où c'était moins difficile. Et pourtant, François Tadei, je rappelle donc que vous êtes cofondateur du centre de recherche interdisciplinaire qui est devenu le Learning Planet Institute. Pourtant, même ici, nous n'étions pas prêts. Et même ici, la question des inégalités d'accès s'est posée de manière aiguë. Oui, malheureusement, une crise comme celle-ci accentue les inégalités. On n'était pas prêts et la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de mieux se préparer pour les années qui viennent parce que cette crise, déjà, n'est pas finie. Les variants peuvent encore émerger. On n'a pas encore eu de variants et on ne souhaite certainement pas que ça arrive, qui attaquent plus spécifiquement les enfants. Mais enfin, des coronavirus, d'autres le font, donc c'est à craindre. Et il faut absolument se préparer à des évolutions, de nouvelles crises. Et puis, il y a déjà la crise climatique. Il y a énormément de transformations. Et donc, il faut redonner de l'espoir à cette jeunesse. On l'a entendu, ils sont particulièrement stressés. Ils sont particulièrement angoissés par la situation auquel nous sommes tous confrontés, mais qui, à leur âge, a encore plus d'impact. Et on s'aperçoit que l'école, c'est à la fois un lieu d'apprentissage formel, mais aussi un lieu de convivialité, un lieu de vivre ensemble. Et être privé de ses camarades, c'est extrêmement difficile. Devoir se retrouver avec un masque, etc., c'est plus du tout les mêmes relations. Et on a vraiment besoin d'entendre cette jeunesse. Et notre capacité à co-construire des solutions avec eux, avec leurs enseignants, avec leurs parents, est absolument indispensable. Il faut absolument qu'on arrive à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre soin les uns des autres et puis prendre soin de leur environnement, prendre soin de notre planète.
Stefania Giannini, vous l'avez dit, aujourd'hui, effectivement, les gouvernements tentent, dans la mesure du possible, de ne pas fermer les écoles avec les dernières vagues et celle encore Omicron que nous vivons actuellement. Néanmoins, il y a une carte interactive sur le site de l'UNESCO qui permet de voir cela. Il y a encore aujourd'hui plus de 37 millions d'apprenants, comme vous les appelez, donc soit 2,4% des apprenants, soit élèves du primaire, du secondaire ou du supérieur, qui sont touchés par des fermetures partielles ou totales. Et même là où c'est ouvert, il y a des questions qui se posent. Et on le voit bien ici en France, ça n'est pas évident. Stefania Giannini, vous parliez tout à l'heure des enseignants. Dans le rapport dont nous allons parler, le rapport de l'UNESCO, Repenser nos futurs ensemble, un nouveau contrat social pour l'éducation, vous insistez sur le fait qu'il faut soutenir les enseignants. Ah oui, je pense que les messages qui dérivent de ce nouveau rapport, la proposition d'un nouveau contrat social pour l'éducation va mettre en évidence l'importance surtout de cette dimension ici, c'est-à-dire que sans des enseignants motivés, sans des enseignants qui se sentent soutenus dans ces rôles nouveaux et qui peut devenir vraiment l'agent de transformation, sera vraiment difficile d'envisager les défis de ces crises qui, comme François a déjà dit, n'est pas encore terminé. Hein. Et le bilan est très lourd. Très lourd. En moyenne, chaque pays a connu 20 semaines de fermeture totale des écoles. Et il y a des régions comme l'Afrique subsaharienne, par exemple l'Ouganda, où les écoles étaient fermées 90 semaines. Plus d'une année scolaire entière. Et c'est une situation sans précédent. Et alors, c'est à ce moment ici qu'il faut appeler aussi les leaders politiques à prendre conscience qu'il faut investir sur des relations différentes dans les systèmes éducatifs. Et c'est l'essence de cette proposition d'un nouveau contrat social. Et voir les choses différemment, investir aussi tout simplement de l'argent, hein, vous le rappelez dans ce rapport. Il y a aussi quand même une question financière. À ce jour, moins de 3% des plans de relance publics ont été alloués à l'éducation. C'est même moins de 1% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Est-ce à dire que l'importance de l'éducation dont nous parlions juste avant, de l'éducation comme bien commun public, n'est pas encore suffisamment prise en compte, Stefania Giannini? Je pense que c'est un peu court, mais qui n'est pas encore, bien sûr, au niveau qu'on espère d'arriver dans les prochaines années. Mais cette crise a révélé vraiment plus que jamais la place de l'éducation. C'est un peu les messages d'espoir que j'ai cités au début de cette conversation. Et du rôle de l'école dans la société, dans nos sociétés. L'éducation est un bien commun au même titre que la santé. Et aujourd'hui, il y a, je pense, une responsabilité collective de la protéger et de s'assurer que personne n'est laissé pour compte. C'est un peu le message de l'UNESCO dans les projets ambitieux de l'agenda 2030. Oui, l'agenda de l'ONU. Alors justement, est-ce que c'est ça aussi la philosophie? Enfin, pouvez-vous nous dire un petit peu ce que vous mettez autour de ces termes de un nouveau contrat social pour l'éducation, avec donc ce rapport qui a été publié en novembre, Stefania Giannini? On va mettre les besoins de la transformation à travers les innovations qu'on a vues dans ces crises aussi. Hein. On a vu un laboratoire d'innovation partout. Une situation exceptionnelle demande des solutions exceptionnelles. Et c'est ça ce qu'on a vu aussi dans le secteur éducatif. Et le contrat social doit se concentrer aussi sur l'utilisation des technologies au service des élèves, au service des enseignants, au service de l'humanité, on peut dire, et pas au contraire.
Et il faut nous concentrer aussi sur une école ouverte. Je pense que l'ouverture des écoles, en tous sens possible, doit être un peu le message pour le futur proche. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'inclusion et la diversité au centre des projets éducatifs. On peut lire dans ce rapport l'éducation, c'est-à-dire la manière dont nous organisons l'enseignement et l'apprentissage tout au long de la vie, joue un rôle fondamental dans le processus de transformation des sociétés humaines. Elle nous relie au monde et les uns aux autres, nous ouvre de nouveaux horizons et renforce notre capacité à dialoguer et à agir. Mais pour pouvoir bâtir des futurs pacifiques, justes et durables, il nous appartient de transformer l'éducation elle-même. C'est exactement là que vous vous situez, je crois, François Tadei. C'est le sens de ce que vous faites, de ce que vous essayez de promouvoir. Oui, tout à fait. Je pense que ce nouveau contrat social nous ramène aux Lumières. Et les Lumières, ça a été une époque où on a inventé simultanément non seulement l'éducation, mais aussi la science, la démocratie, le débat, la citoyenneté. Autant de valeurs qui avaient déjà été inventées à Athènes, mais autant de valeurs qu'il nous faut réinventer aujourd'hui, parce qu'on est confronté à des nouveaux obscurantismes. Celui de Donald Trump, de Bolsonaro, mais pire encore Boko Haram ou les talibans. Et on a besoin de se réinventer. Et les Lumières, comme Athènes, ont été des grandes avancées, mais n'ont pas été aussi inclusives qu'on aurait pu le souhaiter. Typiquement, les femmes n'étaient pas des citoyennes, mais les enfants non plus, les esclaves encore moins, les pauvres, les migrants, étaient toujours exclus. Donc comment est-ce qu'on réinvente des Lumières de manière beaucoup plus inclusive? Comment est-ce qu'on crée une école qui n'est pas un lieu de compétition, mais un lieu de coopération, un lieu d'apprendre à vivre ensemble, un lieu où on apprend les compétences socio-émotionnelles, la capacité à prendre soin des autres, la capacité à l'empathie, la capacité à la compassion, la capacité à faire ensemble des choses que l'on ne saurait pas faire seul. Et ça, c'est absolument indispensable, non seulement pour aujourd'hui, pour que les enfants soient plus heureux d'aller à l'école, pour que le bonheur à l'école, qui est un film qui est en train de sortir, soit une réalité, mais que fondamentalement, on prépare des citoyens de la planète qui se sentent capables d'être des acteurs porteurs de solutions, capables de contribuer à inventer le monde de demain, en commençant dès aujourd'hui à relever les défis qui sont les leurs, qui sont les nôtres, et qui sont à la fois locaux et globaux. Alors pour promouvoir cette vision de l'éducation, il y a par exemple ce festival Learning Planet qui dure jusqu'au 29 janvier et qui vous concerne tous les deux puisqu'il a été créé en 2020 par le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, aujourd'hui Learning Planet Institute, votre institut François Tadei, et par l'UNESCO. Alors peut-être Stefania Giannini, comme nous devons vous libérer à 8h, pouvez-vous nous dire pour vous à l'UNESCO l'intérêt d'une telle manifestation et le sens que vous lui donnez à ce Learning Planet Festival? Moi, je pense que c'est une initiative, comme vous avez dit, lancée il y a des années, mais à ce tournant de l'histoire où nous sommes, c'est vraiment le message qu'il faut avoir, qu'il faut donner aux jeunes, mais quel message alors? Mais à tout. Le message est la vie est un parcours d'apprentissage et apprendre est un droit humain basilaire. Il faut faire tout ce qui est possible pour l'assurer à tous. Et nous allons continuer à en parler de ce festival, donc 400 événements locaux et sessions en ligne avec plus de 200 partenaires. France Culture y est associée, nous en parlerons tout à l'heure. Merci beaucoup Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation. Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie des matins. François Tadei, vous restez en notre compagnie, président du Learning Planet Institute, institut de la planète apprenante, auteur des livres Apprendre au XXIe siècle et si nous, comment relever ensemble les défis du XXIe siècle aux éditions Calman Lévy. Nous vous retrouvons dans 20 minutes pour parler de ces défis précisément, d'apprendre à apprendre. Et puis dans cette deuxième partie, la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, viendra aussi nous révéler les lauréats de l'appel à podcast pédagogique lancé par France Culture auprès des enseignants. Très bon début de journée, il est 8h. 7h-9h, les matins de France Culture. Chloé Cambrelin.
Il est 8h22 et nous poursuivons ces matins qui s'inscrivent dans la journée internationale de l'éducation. Nous sommes toujours avec François Tadei, biologiste, chercheur à l'INSERM, spécialiste de l'évolution de la coopération. Vous travaillez depuis une quinzaine d'années maintenant sur les enjeux éducatifs au sein du Centre de recherche interdisciplinaire que vous avez cofondé en 2005 et qui est devenu le Learning Planet Institute, Institut de la planète apprenante. Vous avez publié en 2018 Apprendre au XXIe siècle chez Kalman-Levy et vous signez en ce mois de janvier aux mêmes éditions. Et si nous, point d'interrogation, comment relever ensemble les défis du XXIe siècle? Avant 8h, nous étions également avec Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, qui nous a parlé des dégâts causés par la pandémie en termes d'éducation au niveau mondial. Nous parlions juste avant 8h de ce festival Learning Planet que vous avez créé, François Tadei, avec l'UNESCO en 2020 et qui se poursuit jusqu'au 29 janvier, c'est-à-dire samedi. 400 événements locaux et sessions en ligne au programme. J'aimerais que vous nous parliez du mot d'ordre, de l'ambition, en tout cas, de ce festival, parce que cette ambition reflète, je crois, la vision que vous développez depuis plusieurs années. À prendre soin de soi, des autres et de la planète. Oui, c'est absolument essentiel aujourd'hui. On voit bien qu'on a une jeunesse qui est particulièrement meurtrie par à la fois la pandémie, mais aussi une angoisse quasi existentielle vis-à-vis du changement climatique et des transformations de la biodiversité. On a besoin d'être à l'écoute de cette jeunesse, on a besoin de les aider à retrouver de l'espoir, on a besoin de leur permettre au fond d'eux, de se reconnecter à eux-mêmes pour mieux se reconnecter aux autres et se reconnecter à leur environnement et se reconnecter à cet espoir, à cette volonté de s'engager dans le futur, puisque c'est eux qui incarnent le futur de tout temps, mais c'est peut-être encore plus difficile à faire aujourd'hui. Comment fait-on ça alors justement ? Je pense qu'il y a énormément d'événements qui célèbrent plein de choses pendant ce festival. Et en particulier, par exemple, ce week-end, on a déjà commencé par leur donner la parole. Être dans ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, la capacité à donner envie d'agir, cette capacité le pouvoir d'agir sur le monde, sur soi, sur son avenir. Et on avait par exemple des jeunes qui ont symboliser les Nations Unies, où chacun d'entre eux représentait un pays, et ils pouvaient décider ensemble de quel avenir ils voulaient pour la planète. Et cette capacité à faire des jeunes des citoyens du monde me paraît essentielle. Historiquement, les enfants ne sont pas des citoyens. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Parce que ne pas être citoyen, ça veut dire ne pas avoir de voix, ne pas être entendu sur les sujets qui nous concernent. Les femmes ont dû se battre longtemps pour être des citoyennes, les hommes l'avaient fait au préalable. Cette citoyenneté, elle est indispensable parce que autrement, les décisions, on les subit. Et si vous subissez des décisions que vous allez subir pendant toute votre vie, typiquement les décisions sur le changement climatique, la plupart d'entre nous ne verront pas 2100, mais les jeunes d'aujourd'hui le verront. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner la voix, leur donner la parole ? Alors précisons que France Culture est associée à ce festival Learning Planet. Ce matin à 10h, c'est en ligne. La session d'ouverture de cette journée internationale de l'éducation sera animée par Louise Touré, productrice d'Être et Savoir, avec pour thème Nouvelles perspectives sur l'éducation au XXIe siècle. Nous avons, bien sûr, depuis 7h40, beaucoup parlé de la pandémie, François Tadei, mais votre livre Apprendre au XXIe siècle et votre travail avec le Centre de recherche interdisciplinaire devenu Learning Planet Institute précède largement la crise sanitaire. Alors d'où vient au départ cette volonté de porter la réflexion sur les apprentissages, sur ce besoin d'apprendre à apprendre autrement ? Qu'est-ce que change le XXIe siècle en la matière? Vous avez parlé du changement climatique, de la crise climatique. Il n'y a pas que cela. Non, il n'y a pas que cela. L'intelligence artificielle, par exemple, on appelle ça machine learning en anglais. Donc que les machines apprennent. Le fait que les machines apprennent et qu'elles soient capables d'apprendre toujours plus de choses, y compris des choses que nous ne pouvons plus apprendre intégralement. Par exemple, elles calculent et elles mémorisent mieux que nous. Mais aujourd'hui, elles peuvent lire toute l'encyclopédie. Ce que Diderot et d'Alembert pouvaient faire au XVIIIe siècle et qu'aucun d'entre nous ne peut faire aujourd'hui parce que, entre-temps, le volume de connaissances a été multiplié par plus de 100. Donc, ce besoin d'apprendre différemment, et il nous faut apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Voilà.
Il nous faut apprendre à coopérer, il nous faut apprendre à avoir de la compassion, il nous faut apprendre à résoudre des défis ouverts que les machines ne savent même pas définir, mais que nous pouvons définir, mais nous pouvons apprendre à les résoudre. Comment on apprend la compassion ? Eh bien, on apprend la compassion dès l'enfance en étant invité à être à l'écoute de ses émotions et de celles des autres, à entendre des récits et à oser passer, parce que la compassion, c'est à la fois comprendre les besoins de l'autre, mais être aussi capable de l'aider. Et cette capacité à aider l'autre, à aider les autres, à aider notre planète à aller un petit peu mieux, eh bien ça s'apprend. Ça s'apprend dès le plus jeune âge, mais ça s'apprend à tout âge. Et on voit bien que, par exemple, ça s'apprend par l'engagement. L'engagement est valorisé dans un certain nombre d'endroits, mais pas dans le système éducatif, ni même à l'université. Alors qu'en fait, quand on discute avec des jeunes engagés, on voit bien qu'ils ont appris beaucoup plus en s'engageant que uniquement sur les bancs de l'école. Et cette capacité à créer du collectif, à avoir de l'impact, est absolument essentielle. Parce que nous n'avons jamais eu autant de connaissances à portée de la main. François Tadei, c'est ce que vous dites, mais il y a aussi un changement profond dans la diffusion des savoirs. Et c'est ce que vous expliquez, y compris dans votre dernier livre « Et si nous ?» Nous ne sommes plus dans le schéma où une personne détient un savoir qu'elle va venir délivrer de manière verticale. Donc nous ne pouvons plus raisonner comme ça. Et c'est aussi de là que vient le changement très important dans la période que nous vivons. Oui, typiquement, le modèle classique, on l'a tous connu, voire subi, c'est un modèle de compétition sur essentiellement des savoirs d'hier que vous n'avez pas choisi d'apprendre. Ce qu'on évoque, c'est la capacité à coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour faire ensemble des choses que l'on ne saurait pas faire seul. Et acquérir, au moment où on a besoin, les compétences et les connaissances qui vont nous permettre d'avancer sur le sujet que l'on a choisi de creuser. Alors pour autant, vous ne dites pas qu'il faut arrêter d'apprendre à calculer. Ça n'est pas parce que la machine calcule mieux que nous devons arrêter. On est d'accord ? Bien évidemment. Et donc on retrouve des mots dans ce que vous déployez, François Tadei. On retrouve des mots qui sont aussi dans le rapport de l'UNESCO pour un nouveau contrat social autour de l'éducation dont nous parlions tout à l'heure. Coopération, collaboration, solidarité, tout le monde, a priori, sera d'accord sur ces mots, mais comment les transforme-t-on en action ? C'est ça la grande question. Bien, si par exemple, vous regardez, la Fondation Lego a dit quelle était la meilleure école du monde qui préparait le mieux aux défis du 21e siècle. Et de manière intéressante, cette école, elle n'est pas chez nous, elle n'est pas non plus en Finlande ou en Californie, elle est en Haïti, ce qui est assez incroyable. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils apprennent à relever des défis de 6 à 18 ans. Et à 6 ans, ça peut être par exemple, voilà. aussi simple que de poser une graine pour reverdir et reboiser notre environnement. Et à 18 ans, ça peut être monter un réseau de capteurs sismiques pour faire face aux tremblements de terre qui ravagent Haïti trop souvent. Ça peut être mettre en place un système de panneaux solaires pour électrifier son école, voire son quartier. Donc ces jeunes sont capables de gagner des prix aux Olympiades internationales de sciences alors qu'ils viennent d'un environnement qui a priori n'est pas le plus favorisé. Pourquoi ? Parce que systématiquement, ils apprennent à coopérer et à relever des défis, et la science, la technologie, les savoirs fondamentaux dont ils ont besoin pour relever ces défis, mis en contexte, ont du sens, et à ce moment-là, ils les acquièrent beaucoup plus solidement pour faire des choses qui sont absolument impressionnantes. Et ils les acquièrent ensemble en apprenant peut-être aussi les uns des autres, parce que ça, c'est aussi une chose sur laquelle vous insistez, François Tadei, c'est apprendre les uns des autres. On apprend mieux à plusieurs, et c'est ce qui fait aussi notre spécificité de l'espèce humaine. Exactement. Les humains sont très bons pour coopérer, et cette capacité à faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul, parce qu'on se complète les uns les autres, c'est absolument essentiel. Donc plutôt que d'être tous exactement dans le même moule, au contraire, être capable de travailler nos spécificités pour faire ensemble des choses que nous ne pourrions pas faire seul est à mon avis quelque chose d'indispensable, mais c'est quelque chose de complètement ancestral. C'est comme ça que dans les tribus ancestrales, nous avons relevé les défis de l'époque. Vous utilisez une image assez parlante, qui montre bien en tout cas ce que vous voulez dire, c'est l'éléphant et les aveugles. Je ne sais pas si vous pouvez nous Oui, alors ça ici, cette métaphore est très belle. C'est chaque aveugle touche un bout de l'éléphant. Celui qui touche la patte, par exemple, pense qu'il a un tronc d'arbre dans les mains. Celui qui touche la trompe pense que c'est un serpent. Celui qui touche l'oreille pense que c'est un rideau. Celui qui touche le corps pense que c'est un mur. Et ils ne sont pas d'accord et ils passent leur temps à se combattre pour imposer leur vision du monde. Et puis il y a quelqu'un qui passe, qui a un peu plus de sagesse, un peu plus de vision qu'eux, qui leur dit que s'ils savaient s'écouter,
il pourrait mieux comprendre la complexité du monde et il pourrait mieux être capable de découvrir cet éléphant et d'éventuellement travailler avec lui. Par rapport aux enfants, François Tadei, nous étions ici jeudi dernier avec le mathématicien David Bessis qui nous parlait de la posture de l'enfant, savoir retrouver la posture de l'enfant dans notre rapport aux apprentissages. Il me semble que vous êtes assez proche de cela, mais vous nous rappelez aussi que nous avons à apprendre des enfants. Nous avons à apprendre des enfants parce que, par exemple, Alison Gopnik a montré que nous sommes tous nés chercheurs et qu'entre 5 et 15 ans, on avait des pics de créativité et qu'en fait, les plus jeunes sont un peu comme la R&D de l'espèce. Parce que c'est recherche et développement, la capacité à créer d'autres possibles. Les enfants de 5 ans savent résoudre des défis que les étudiants de Berkeley ne savent pas résoudre. Donc c'est quand même très impressionnant ce travail d'Alison. Et d'ailleurs, les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Et un programme comme Les Saventuriers que l'on a développé avec Ange Ansour, qui a été l'invité de Louise Touré récemment, montre qu'effectivement, même chez nous, les jeunes peuvent non seulement oser attaquer des problèmes complexes, mais éventuellement leur apporter des solutions très innovantes. Et en tout cas, apprendre énormément de choses en le faisant. Donc l'objectif, c'est de rester dans cette façon de penser qui permettent de garder ces capacités-là en grandissant. En fait. Oui, à tous les âges. D'abord, fondamentalement, on apprend à tout âge. Et on apprend dans plein de milieux, y compris en écoutant sa radio. On apprend en faisant des choses. On apprend en étant confronté à des problèmes inédits. Pendant la pandémie, on a tous appris des choses. On peut apprendre les uns des autres, on peut tous célébrer. Et donc, ce festival de l'apprendre, cette fête de l'apprendre, Learning Planet, est une invitation à célébrer ce qu'on a appris de plus pertinent pour mieux prendre soin de soi, mieux prendre soin des autres et mieux prendre soin de la planète. Et on peut préciser aussi que dans ce festival auquel France Culture est associée, sur la page du festival, on peut retrouver une sélection des chroniques « À quoi rêvez-vous » d'Arnaud Laporte, dont vous vous êtes saisi pour une leçon de rêve. Alors expliquez-nous un peu la leçon de rêve et en quoi ce projet ça se met dans ce grand projet du Learning Festival. En fait, on a par exemple demandé aux jeunes quelles auraient été leurs leçons de rêve. Et puis il y a des enfants, par exemple dans les journaux de Playback, qui ont répondu de manière très inspirante. Ils ont dit moi j'aimerais apprendre l'histoire en me téléportant et en voyageant dans le temps. Et on voit qu'aujourd'hui, une partie de la technologie, ou même le récit, est une manière de se téléporter. Et donc, en fait, ça existe déjà en partie, même si ça paraît être un rêve par ailleurs. Il y a des enseignants qui disent moi, j'aimerais pouvoir faire classe en dehors de ma classe. Et on voit bien qu'on a besoin de promouvoir ce genre de choses. Cette ouverture dont parlait Stefania Giannini tout à l'heure. Et donc, cette capacité à rêver d'autres choses, elle est indispensable. Pierre Curie, à 18 ans, disait qu'il fallait savoir faire de sa vie un rêve et de ses rêves une réalité. Et on a besoin aujourd'hui, pour redonner de l'espoir à cette jeunesse, de les inviter à rêver et de les inviter à se projeter dans un futur souhaitable. Et à être acteurs, les jeunes, les moins jeunes, tout au long de la vie, c'est aussi ça, apprendre à être acteur. Alors, vous nous disiez, François Tadei, on apprend des enfants. Dans votre livre « Et si nous », vous rappelez que pendant le confinement, beaucoup, concernant le numérique, beaucoup d'adultes ont appris des plus jeunes, des enseignants ont appris de leurs élèves, des parents ont appris de leurs enfants. Apprendre autrement, c'est aussi ce projet né de cette période, cet appel à podcast pédagogique lancé auprès des enseignants. Bonjour Sandrine Trainer. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et tous. Directrice de France Culture, bonjour, vous nous dévoilez aujourd'hui, donc à l'occasion de cette journée internationale de l'éducation, les lauréats de cet appel à podcast. Mais d'abord, peut-être faut-il nous rappeler, nous expliquer ce projet et sa genèse. Oui, absolument, Chloé. La genèse, on pourrait dire en effet que c'est la pandémie, et puis que c'est un échange que nous avons eu avec Jacques Attali, qui me faisait remarquer à quel point on voyait, alors on était il y a presque 2 ans, au moment du premier confinement, à quel point on voyait éclore de nouveaux formats pédagogiques, et qui me disait ce serait intéressant que France Culture s'y intéresse. Il se trouve qu'il y a quelques années, au cours
d'un voyage autour de la Silicon Valley et les universités américaines. J'avais rencontré beaucoup de professeurs qui s'étaient lancés, alors on parle de ça il y a 6-7 ans, qui s'étaient lancés dans le podcast, je dirais, à corps perdu. Il y avait des studios, il y a toujours des studios de fabrication de podcasts dans les universités là-bas, parce qu'en l'occurrence, ils n'ont pas de grande radio culturelle publique qui fasse ce travail que font les émissions de connaissances, notamment sur France Culture. Et c'est eux qui prenaient directement en charge ces nouvelles manières parallèles ou très différentes des cours qu'ils donnent, mais ces nouvelles manières quand même de transmettre du savoir et de la pédagogie. Et c'est arrivé en France de manière assez massive au moment du premier confinement. Et on s'est dit, donc avec Jacques Attali, qu'on allait le faire. On a réuni un jury qui était composé de nombre de producteurs de France Culture, ceux qui tiennent des émissions de savoir sur l'antenne. Et on va voir arriver tout à l'heure Quentin Lafay, Géraldine Mosna-Savoie, qui ont contribué au jury. Il y avait un inspecteur d'académie, Michel Mazaudier, qui était là pour nous dire, alors ça c'est plutôt pour les classes de 4e, ça c'est plutôt pour les classes de terminale. Et puis Marie-Caroline Missire du réseau Canopé. Et puis on a profité évidemment des équipes de France Culture, Adrien Landivier et un jeune homme qui est derrière la vitre, là, Benjamin Dana, et qui a écouté et qui nous a classé et organisé la matière énorme que nous avons reçue, puisque ce sont plus de 300 projets qui nous ont été adressés. Et donc que vous avez écouté. Alors, 300 propositions reçues, combien de lauréats ? Eh bien, 6 lauréats, ça devait être 5, mais on n'est pas arrivé à 5, donc c'est 6. Alors, très, très rapidement, nous avons un podcast de géographie et de géopolitique. Tout ça va être proposé, ce n'est pas produit par France Culture, ça va être proposé dans un espace dédié sur notre site et les réseaux sociaux. Les cartes en main, c'est un podcast de géographie et de géopolitique conçu par Diane Béduchot. Toutes les gens que je cite là sont des enseignants. Il était une fois en Tchécoslovaquie. 3 épisodes issus de Sonar, un podcast de musique proposé par Pablo Cabel. On va plonger dans l'histoire de la Tchécoslovaquie pour comprendre comment Lou Reed a pu participer à la chute du communisme. C'est dédié aux élèves du cycle terminal, première et terminale. Louise Michel, qui est un podcast d'histoire proposé par Jean-Emmanuel Dumoulin, qui est professeur d'histoire-géographie dans le Puy-de-Dôme. Le sujet est contenu dans le titre. Là, on se tourne plutôt vers les élèves du collège, 5e, 4e et 3e. Puis Surnaturel Réalité, c'est un podcast de français, 3 épisodes, issus d'un podcast qui s'appelle Action, Chiche ou Vérité, proposé par Hortense Migignac, qui est professeur agrégé de lettres modernes dans les Yvelines. Là, on s'adresse aux classes de terminale. Un podcast que Géraldine Mosna-Savoie, évidemment, a adoré, qui s'appelle C'est quoi l'amour ? Podcast de professeur de philosophie. Podcast de philosophie, proposé par Valérie Vendrin, qui est enseignante dans une école primaire à Fresnes-Camilly, et Emmanuelle Soler, qui a été sa productrice et qui s'adresse aux élèves des cycles 1 et 2 de l'enseignement primaire. Vous voyez, il y en a pour tous les âges. Oui. Et puis, les clichés de la musique, le Dies Irae, un épisode du podcast de musique Restons curieux, de Zéo Macanino, qui est, lui, professeur, cette personne est professeure au collège Jacques Tati dans le Bas-Rhin. Donc 6 podcasts et s'adresse plutôt aux élèves de collège. C'est une personne dont le podcast nous a beaucoup séduit et il porte sur le chant grégorien, figurez-vous. Wow. Donc voilà, une véritable hétérogénéité de propositions et c'est quand même très intéressant. Ça va être très intéressant de continuer tous ensemble à regarder ce qui se produit en matière d'innovation pédagogique dans le registre du son. Conçu, produit donc par les enseignants, hébergé sur le site de France Culture et l'application, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. C'est une forme de collaboration et de dialogue qui nous est très précieux toute la journée, d'ailleurs via les invités de France Culture, entre les gens qui enseignent, qui savent des choses et nous-mêmes.
qui apprenons toute la journée. Mais qui n'avons pas passé les concours de recrutement de l'éducation nationale. François Tadei, voilà, on parlait des apprendre à apprendre, ça par exemple, c'est une autre manière peut-être. Oui, c'est une autre manière et on voit bien que la diversité des modalités d'apprentissage et le fait que les enseignants eux-mêmes innovent et quelque part dépasse une partie des barrières et des frontières. Il y a même des podcasts faits par les enfants eux-mêmes. J'ai été interviewé dans ce cadre-là vendredi, ça paraît aujourd'hui, pour justement annoncer la Journée nationale de l'éducation. Et je trouve ça remarquable que, y compris les plus jeunes, s'emparent de ces médias parce que la meilleure manière de lutter contre la désinformation, c'est de comprendre comment elle se fabrique et donc d'être soi-même acteur et auteur de ce monde en pleine mutation. Évidemment, et on parlait des enjeux, ça, la lutte contre la désinformation, l'esprit critique, c'est évidemment un enjeu très très important. Alors en mots encore avec vous, François Tadei, pour préciser que c'est vous, avec le Centre de recherche interdisciplinaire, désormais Learning Planet Institute, qui avez lancé l'Open Panthéon, auquel France Culture a participé autour de Noël chaque matin à cette heure-ci à peu près. Et donc une page spéciale va regrouper toutes ces contributions. Un mot peut-être sur ce projet d'Open Panthéon, pour nous dire en quoi finalement il illustre ce que vous tentez de faire et ce que vous nous avez dit ce matin. On parlait d'Athènes et des Lumières, ils ont inventé des panthéons, mais il y a quelque part un monopole soit des grands prêtres à Athènes, soit du président de la République aujourd'hui, alors qu'on a tous un panthéon personnel. Donc déjà, être tous invités à célébrer qui nous a fait grandir, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel, en tout cas de mon point de vue. Et puis, partager ce qu'on a appris, c'est très important, parce que quand on partage qui nous a inspirés, on peut être invité à se jucher sur ses épaules pour voir plus loin. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, par exemple, il a été montré chez les plus jeunes, en particulier ceux de milieux défavorisés, qu'il y a beaucoup de discrimination. Quand vous écrivez une lettre de motivation, et pour Parcoursup, c'est typiquement le genre d'exercice imposé aujourd'hui, il y a beaucoup de discrimination sociale. Par contre, si vous écrivez depuis les épaules de Louise Michel, ou de Louis Pasteur, ou de Maria Montessori, ou de Socrate, eh bien, évidemment, vous voyez plus loin. Et donc ça, c'est très important. D'écrire qui est dans son panthéon pour dire comment est-ce que l'on se projette, parce qu'on a une longue histoire à la fois personnelle, mais aussi culturelle. Je pense que c'est extrêmement important.